la vidéo que vous attendez impatiemment chaque année, car dans cette vidéo il y a la crème de la crème. Coucou tout le monde! Je vous retrouve aujourd'hui pour mon top 10 de l'année 2022. Les livres vont être classés du 10e au 1er, mais sachez qu'à partir du moment où ils sont dans ce top, vous devez les lire, c'est très important car ce sont mes plus gros coups de cœur de l'année 2022, donc ce sont des livres qui je pense méritent de rejoindre votre bibliothèque en 2023. Nous allons commencer sans plus tarder. En 10e position, L'âge des possibles de Marie Chartres, publié aux éditions L'École des loisirs, un roman qui m'a transportée par sa poésie, la douceur de sa plume, mais aussi par les sujets abordés. Dans cette histoire, nous suivons les personnages de Sol et Rachel qui font partie de la communauté des Amish. Or, lorsqu'on fait partie de cette communauté, à l'âge adulte, en tout cas quand on fait ce passage à l'âge adulte, on fait notre Rumspringa, c'est-à-dire qu'on va aller visiter le monde réel, la société sociale, humaine, tout ça quoi, afin d'être sûr à 100% qu'on souhaite quitter cette société pour entrer dans la secte des Amish à vie. Donc faire une croix sur tout ce que le monde moderne a à leur offrir, mais en connaissance de cause, c'est-à-dire que s'ils font une croix là-dessus, ils l'auront quand même testé. Donc Sol et Rachel, ils font ce voyage là en se demandant si cette visite du monde moderne va potentiellement leur faire changer d'avis, car s'ils décident finalement d'intégrer notre société, ils devront faire une croix sur les Amish à tout jamais et donc sur leur famille, leurs amis, leurs connaissances, tout. Nous allons également suivre le personnage de Temple qui va quitter sa petite vie casanière pour rejoindre sa sœur à Chicago, sauf que Temple elle est assez anxieuse et donc les destins de ces personnages vont se croiser et j'ai adoré tous les questionnements que cette histoire apporte sur le passage à l'âge adulte, mais aussi sur notre société de manière générale, sur tout ce que la vie a à nous offrir, parce qu'on va être avec des personnages qui découvrent tout ça pour la première fois alors qu'ils vont avoir 18 ans et j'ai beaucoup aimé ce regard là en fait sur notre quotidien. C'est extrêmement poétique. Comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de pages cornées dans ce livre. Désolée pour les puristes des livres, mais celui-ci, il y avait tellement de belles citations que j'étais obligée de corner des pages. En 9e position, Les Facétieuses de Clémentine Beauvais, publié aux éditions Sarbacane dans la collection Exprime. Que serait un top de l'année sans un roman de Clémentine Beauvais? Celui-ci est particulier, c'est pour ça qu'il n'est pas premier du classement par exemple, parce que Les Facétieuses, c'est un livre qui est quand même assez difficile à conseiller. On est sur l'histoire d'une femme qui est Clémentine Beauvais, donc l'autrice du livre est également la narratrice et elle est un peu en panne d'écriture. Elle a le syndrome de la page blanche, elle ne sait plus quoi écrire jusqu'à ce que, suite à une situation un petit peu étonnante que vous découvrirez en lisant le livre, elle va s'intéresser à Louis XVII, le fils de Louis XVI, Louis XVI ayant été guillotiné après la Révolution française, etc. Louis XVII, à 10 ans, on l'a laissé moisir dans un cachot. Et Clémentine se demande qu'est-ce que sa marraine, la bonne fée, a foutu pour laisser cet enfant se débrouiller seul alors que normalement une marraine, la bonne fée, est là pour protéger justement les enfants. Vous l'avez peut-être compris ou pas, mais c'est un livre qui est à cheval entre la réalité et la fantaisie. On n'est pas sur de fantastique fantasy pure, mais il y a plein de petites touches de magie disséminées au cours du récit et j'ai adoré ça. Alors que vous me connaissez, je ne suis pas fan de fantastique fantasy, mais Clémentine Beauvais, elle sait manier les mots avec beaucoup de talent et avec beaucoup de magie également. Et donc on va suivre sa quête de la marraine, la bonne fée de Louis XVII. C'est un peu un livre où on va suivre ses recherches, on a l'impression qu'on suit l'histoire de quelqu'un qui écrit une thèse en gros. Et dit comme ça doit vous paraître bizarre, mais je vous assure que ça fonctionne. C'est très drôle, c'est très touchant, beaucoup comme d'habitude d'humour et d'ironie de la part de Clémentine dans ses romans, beaucoup de sujets importants abordés également et pas mal de références, je dis pas mal mais énormément de références à beaucoup de livres, mais cette fois-ci on n'est pas sur des références à Molière, à Victor Hugo, à Maupassant, non, on est sur des références à Cendrillon, à Mary Poppins, à Timothée de Fombelle, à Harry Potter énormément, et je trouvais ça tellement chouette aussi de se dire que tous les ados pourront lire ce livre et se dire ah mais j'ai les refs, alors que c'est tellement rare quand on est jeune et qu'on lit du young adulte d'avoir les refs dans un livre si on n'a pas une culture classique finalement. Avec ce livre on a l'impression qu'on a une trop bonne culture classique et ça j'adore. Et on a une trop bonne culture classique, on l'a. En 8e position, Loveless de Alice Oseman, publié aux éditions Hachette. Alice Oseman, une autrice qu'on ne présente plus puisque vous avez forcément lu ou vu Heartstopper. Et Loveless, c'est un roman de l'autrice qui est particulièrement important parce qu'il raconte l'histoire de Georgia qui n'est jamais tombée amoureuse. Sauf que Georgia, elle adore les fanfictions, les romances, enfin vraiment elle n'a qu'une hâte, c'est que tout ça puisse lui arriver à elle dans la vraie vie. Elle est persuadée qu'il suffit qu'elle trouve sa personne pour
que ça aille mieux. Elle va donc rentrer à l'université et là-bas elle va faire la connaissance de pas mal de personnes qui vont lui ouvrir à un champ de perspectives et de possibilités immenses, parce qu'elle va découvrir que dans le spectre LGBTQ+, il y a énormément d'étiquettes ou de sans étiquettes, dont les termes aromantiques et asexuels. Et Georgia, elle va peu à peu se rendre compte qu'elle est potentiellement concernée par ces deux mots. Elle est totalement incertaine face à ses sentiments, elle se demande si ça veut dire qu'elle est destinée à vivre sans amour toute sa vie, et on va suivre à travers cette histoire tout ce que cela lui fait ressentir finalement d'être face à tout ça, face à ses possibilités, ces mots qui la définissent peut-être mais elle n'en est pas sûre. Mais surtout un livre qui, par son absence d'amour amoureux, est très rempli d'amour amical, et ça j'ai trouvé ça magnifique. C'est vraiment une ode à l'amitié Loveless, donc je vous le recommande fois 1000. J'ai adoré les relations entre les différents personnages, j'ai adoré les nouveaux amis que se fait Georgia à l'université. C'est vraiment un livre qui se dévore et les personnages, on s'y attache énormément. Alice Oseman est très douée je trouve pour rendre ses récits très réalistes, très justes, et Loveless ne fait pas exception à la règle. En 7ème position, L'incendie de Jennifer Lynn Alvarez, publié aux éditions Albin Michel. C'est un roman absolument déroutant, je n'en avais jamais lu de tel, et en même temps c'est ce qui fait qu'il est dans ce top, parce qu'il fait vraiment partie de mes meilleures lectures de l'année. Cette histoire se passe en Californie. On va suivre un groupe de jeunes amis qui finissent le lycée, donc des jeunes adultes en devenir, et pour fêter ça ils sortent tout l'été, et un soir ils vont sans faire exprès faire démarrer un feu. Sauf que dans certains états d'Amérique, vous le savez, les feux ça se propage très vite, et surtout ça peut être très meurtrier et surtout incontrôlable. Et c'est ce qui va se passer. Sauf que Anna et ses amis, ils sont tiraillés entre tout avouer mais potentiellement aller en prison jusqu'à la fin de leur jour, ce qui, vous vous en doutez, n'est pas une perspective d'avenir très réjouissante, ou bien de cacher la vérité pour préserver leur liberté. Sauf que évidemment ce choix-là va faire qu'ils vont être rongés par la culpabilité, tiraillés par le fait de vouloir tout avouer ou non. Et ce livre, c'est vraiment cette tension qui monte au fur et à mesure, ainsi que l'irréparable qui va être commis. Il va y avoir une disparition. Je n'en dis pas plus, mais du coup c'est pour vous donner un petit peu le ton de cette histoire qui est vraiment rythmée par deux intrigues. Et l'intrigue de l'incendie et cette tension, cette culpabilité qui sont omniprésentes, et l'intrigue de la disparition où on se demande tout au long de l'histoire mais où est passé tel personnage et que lui est-il arrivé. J'ai beaucoup aimé lire un roman où les personnages ne sont clairement pas tout blancs, où ils ont beaucoup de zones d'ombre, et surtout où ils assument parfois ces zones d'ombre, et j'ai aimé parce qu'en fait c'est rare, et je trouve ça chouette aussi de lire des livres qui changent. Donc L'incendie, ça change clairement, c'est rempli de suspense, ça se lit tout seul, j'ai vraiment adoré ma lecture. En plus je l'ai lu à une période où j'étais clairement pas mood lecture, donc pour qu'il soit dans ce top et qu'il m'ait marqué, c'est que vraiment c'était une pépite. Il faudrait peut-être que Arnaud Catherine arrête de sortir des livres parce qu'il est tout le temps dans mon top de l'année. Ici Octave de Arnaud Catherine, donc publié aux éditions Robert Laffont dans la collection R. Octave qui est le tome 3 de la série Romance, les nouvelles vagues Octave. Donc c'est une trilogie qu'on ne peut pas dissocier, c'est-à-dire que jamais de la vie je vous dirais lisez Octave sans lire les précédents. Ça serait trop dommage que vous ne connaissiez pas les personnages de cette trilogie dès le tome 1. Je pense que vous pouvez les lire les uns séparés des autres, mais c'est triste. Je ne vous résume donc pas vraiment Octave, je vous résume plutôt le tome 1 qui est Romance. Romance qui est l'histoire entre deux amis dont la relation va déraper à un moment, et ils sont persuadés que c'était le mojito, c'était l'alcool, ça se reproduira pas. Sauf que parmi ces deux jeunes garçons, l'un d'entre eux, Vince, est clairement très fougueux en amour, très passionnel, très fusionnel, et on va lire justement toute cette histoire, ce tome 1, de son point de vue où il est complètement consumé par l'amour qu'il ressent pour l'autre garçon, je n'en dis pas plus. Et c'est ce que j'ai aimé dans toute cette trilogie dans son ensemble, c'est la manière dont l'amour est traité. C'est-à-dire que l'amour, ça prend bien des formes, on est d'accord, chacun et chacune vit son histoire d'amour à sa manière. Mais en même temps, moi qui suis quelqu'un d'extrêmement excessif, un petit peu dans tout finalement, je me suis beaucoup retrouvée dans les personnages de Romance, les nouvelles vagues et Octave, et j'ai adoré ça. J'ai adoré lire des livres qui montrent à quel point l'amour où on est genre complètement fou et dépossédé de soi-même, c'est un amour qu'on peut souvent critiquer en disant il faut se calmer sur les relations trop passionnelles, trop fusionnelles, nanana. Moi je suis pas d'accord avec ça. Moi je suis d'avis qu'il faut s'enflammer sur les relations, c'est bien. Au pire du pire on se brûle de fou, mais au moins on l'aura vécu à 100%. Et c'est vraiment ce
que racontent ces 3 tomes. Et donc quand j'ai lu Octave, bien évidemment, Octave qui est un personnage qui dans le tome 1 est assez énigmatique, et on le découvre enfin dans son ensemble avec ce 3e tome qui vient conclure la trilogie à merveille, avec beaucoup de thématiques, encore une fois, sociales, actuelles, parce que Octave se passe durant le 2e confinement je crois, un truc comme ça. Et c'est chouette, des livres qui s'ancrent dans notre réalité. Donc pour moi c'est un livre vraiment très important, mais c'est surtout la trilogie dans son ensemble qui est importante. Donc lisez les 3 tomes s'il vous plaît, lisez-les. De toute façon je ne vais plus vous saouler chaque année dans les tops de fin d'année puisque la trilogie est terminée, mais lisez-les. En 5e position, le fabuleux roman de Neil Gaiman et Marie Alino, La nuit où les étoiles se sont éteintes, publié aux éditions Albin Michel Jeunesse. On y suit le jeune adulte Finn qui est clairement au fond du trou depuis que sa mère est en prison. Il se laisse aller dans les bras des filles, en fait il ne ressent plus grand chose et du coup il se laisse vraiment sombrer aux pires excès, jusqu'à ce qu'il fasse la rencontre d'un groupe d'amis qui vont complètement bouleverser sa vie, son quotidien et potentiellement le faire remonter vers la lumière. Et c'est vraiment un roman sur l'amitié que je trouve particulièrement beau, pas que sur l'amitié, aussi sur l'amour, mais aussi, comme vous l'avez compris avec le résumé, sur tout ce qui touche aux relations familiales, également sur les pensées sombres, sur l'anxiété, la dépression. C'est vraiment un livre qui aborde énormément de thématiques très importantes, très intéressantes pour les ados et les jeunes adultes d'aujourd'hui je pense. Et j'ai vraiment beaucoup aimé, j'ai été transportée par cette histoire, par ce groupe d'amis, tous plus fous les uns que les autres, très différents également. Je suis très contente puisqu'il y a une sorte de tome 2 qui est un tome 1 mais du point de vue d'un autre personnage, donc je vais pouvoir en 2023 me replonger dans cette histoire sous un autre point de vue, donc je suis ravie. Mais du coup n'hésitez vraiment pas à le lire si vous ne le connaissez pas encore. C'est bon, c'est une pépite qu'on a vue partout sur Instagram, sur TikTok, etc. Mais si jamais vous n'aviez pas encore craqué, c'est le moment, craquez. En 4e position, The Truth de Savannah Brown, publié aux éditions Ozu, un livre que je n'ai absolument pas vu passer partout lorsqu'il est sorti, alors qu'il aurait dû être partout sous mes yeux, sur les réseaux, partout, parce que c'est vraiment un livre que j'ai adoré, que j'ai trouvé extrêmement bien écrit, bien mené, avec des thématiques hyper intéressantes et importantes. The Truth, c'est l'histoire de Sydney qui va perdre son père dans un accident, et Sydney elle est persuadée que ce n'est pas un simple accident. Comme son père était le seul psy de la ville, elle est sûre que quelqu'un lui en voulait parce qu'il savait des secrets qu'il n'aurait pas dû dévoiler ou autre, et s'est vengée de peur que ces secrets puissent ressurgir. Donc Sydney elle va enquêter, et pendant ce même temps d'ailleurs elle va recevoir des messages absolument terrifiants, des messages de menaces qui lui disent tu vas finir comme ton père, etc. Du coup ça confirme totalement son hypothèse qu'il est vraiment arrivé quelque chose à son père. Et dans ce même temps Sydney va faire la rencontre de June, une jeune fille qu'elle n'avait jamais vraiment remarqué, en tout cas elle ne s'était jamais toutes les deux vraiment remarquées, même si Sydney elle trouve June très très belle, et Sydney étant ouvertement lesbienne, et j'en dis pas plus, mais il se pourrait qu'il y ait des petites romances dans cette histoire, mais bon, je ne dis rien. Et déjà rien que pour le fait qu'on ait une héroïne lesbienne, ça m'a semblé important que ce livre existe, parce que en littérature young adulte il y a peu d'héroïnes lesbiennes, c'est très rare. Ça tend à changer et j'en suis ravie, mais c'est vrai que c'est assez rare, donc celui-ci je vous le conseille. Je pense qu'il est vraiment très juste dans la manière dont il est écrit, dans la manière dont les émotions de Sydney sont abordées, surtout que c'est également un livre qui aborde le deuil, puisque Sydney dans toute cette enquête pour savoir ce qui s'est passé la nuit de la mort de son père, il y a aussi toutes les émotions qu'elle ressent au quotidien suite à la mort de son père, et j'ai trouvé que c'était hyper bien écrit, hyper bien abordé, très touchant, très profond, et c'est vraiment ce que j'ai aimé. Ce livre pour moi est très juste, très réel, très ancré dans notre quotidien, notre réalité à nous, et c'est ce que j'ai apprécié. N'hésitez pas à le découvrir, en plus il est sorti en poche, donc vous n'avez pas d'excuses. Bon, juste en poche vous n'avez pas la satisfaction d'avoir, vous voyez le trou de la serrure là, ça s'ouvre et hop il y a le personnage dedans. Nous arrivons au top 3, les grands vainqueurs de cette année 2022. Et en 3e position, un livre que j'ai lu très récemment, L'Empire des femmes de Cassandre Lambert, publié aux éditions Didier Jeunesse, qui a été vraiment une révélation pour moi. Je n'en avais pas tellement entendu parler, et pourtant j'aurais dû, encore une fois. En vrai c'est après l'avoir lu que je me suis rendu compte que pas mal de mes potes l'avaient lu et l'avaient adoré. Donc je me suis dit ah quand même, ça va. L'Empire des femmes, donc c'est l'histoire d'un monde où les femmes sont au pouvoir et les hommes servent. Les hommes sont vraiment des esclaves dans cette société. Et nous allons suivre 2 personnages qui sont très différents, puisqu'il y a avant tout Adona qui fait partie des jeunes filles qui vont devoir choisir un géniteur. Pour choisir des géniteurs, en fait on regroupe des hommes qui ont été récupérés sur une île où ils sont abandonnés depuis des années. On les fout dans une arène et on leur dit de se battre, et les plus vaillants, ceux qui restent, sont assez courageux pour devenir géniteurs. Mais vraiment leur seul rôle c'est d'être géniteur. Donc Adona elle va devoir choisir son futur favori, sauf qu'elle a pas tellement envie de faire un enfant. Et on va également
suivre Helios qui lui fait partie des hommes dans cette fameuse arène car il veut devenir géniteur, mais pas que. En vérité, on va très vite se rendre compte que Helios, il est là pour renverser ce régime matriarcal qui les gouverne, et donc les deux personnages, leurs chemins vont évidemment se croiser. Je ne vous dis pas de quelle sorte. C'est un tome 1, il y aura 2 tomes et le deuxième sort en avril, donc heureusement parce que j'ai trop hâte de lire la suite. Vraiment, je suis très impatiente à l'idée de lire le tome 2. C'est une histoire que j'ai trouvée extrêmement bien construite. Cassandre Lambert, déjà elle est jeune, genre elle a 22 ans et elle a écrit un livre, il est pépite, il est hyper bien façonné, c'est très riche en détails, très riche en décors, en références historiques, etc. On est dans un monde un peu antique, donc c'est vrai qu'on va avoir tendance à très vite visualiser tout ce qui s'y passe. Moi j'ai vraiment des scènes qui sont imprimées dans ma tête. Évidemment ce livre n'est pas là pour dire ça serait mieux une société matriarcale qu'une société patriarcale, hein, clairement pas, mais ça peut pointer du doigt certaines incohérences dans notre société qui montrent à quel point l'égalité homme-femme n'est toujours pas atteinte, et si des livres comme ça peuvent un peu encore faire avancer les choses, bah on prend. En deuxième position, encore un livre pépite, encore un livre qui est assez féministe, QI de Christina Dalcher, publié aux éditions Nil, un roman qui m'a complètement subjuguée par ces thématiques qui sont hyper à la fois glauques et à la fois passionnantes et fascinantes. Alors moi il faut savoir que tout ce qui a trait à... Vous allez trouver ça très bizarre comme phrase. Tout ce qui a trait aux dictatures, etc. je trouve ça fascinant, mais pas en mode waouh c'est génial, mais plutôt en mode comment est-ce que les humains peuvent à ce point finalement suivre quelqu'un qui est en train d'instaurer une dictature sans se douter que ça va dégénérer. Et QI c'est un peu le parfait exemple de comment une société peut petit à petit dégénérer justement. Nous sommes dans un monde où le potentiel de chaque enfant est calculé selon son quotient Q, donc le QI évidemment a une grosse importance dans cette histoire. Plus vous avez un score élevé, plus vous allez dans des écoles réputées, plus vous aurez des bons métiers, plus votre score est bas et plus vous avez des risques de vous retrouver dans des écoles au fin fond de je ne sais quel état. Nous suivons Elena Fairchild qui est enseignante dans un établissement d'élite. Elle a toujours soutenu ce système. D'ailleurs, au fur et à mesure de l'histoire, on va se rendre compte de comment s'est installé ce système par des petits flashbacks de sa jeunesse à elle. Sauf que Elena, son destin va complètement basculer le jour où la deuxième de ses filles va avoir une note qui va faire qu'elle va se retrouver dans une école au bas de la classe. Elle va donc être arrachée à sa famille pour être envoyée dans cette école qui a plus l'air d'une prison que d'un simple pensionnat, et Elena elle va totalement remettre en question ce système qu'elle avait pourtant toujours adulé, et elle va elle-même faire sa propre enquête et vouloir aller récupérer sa fille. C'est un livre qui aborde évidemment les inégalités sociales et c'est hyper intéressant parce que c'est beaucoup basé sur de vrais livres, sur l'eugénisme, sur le QI, sur le fait que certaines personnes sont vraiment persuadées qu'un monde peuplé seulement de personnes intelligentes serait bien meilleur, et surtout qu'est-ce que la définition d'une personne intelligente. Le QI ne fait pas tout. Et c'était vraiment hyper intéressant à lire, j'ai adoré cette histoire, j'ai été horrifiée par tout ce que j'ai pu lire, mais en même temps, comme je vous le disais, passionnée et fascinée par la manière dont le récit est construit. L'autrice est très douée pour nous immerger dans une atmosphère aussi effrayante qu'addictive. Lisez-le, vraiment c'est un livre qui je pense en plus est d'utilité publique parce que je pense que ça fait beaucoup réfléchir sur notre société, sur les inégalités. C'est hyper important et c'est un livre, je vous le disais, assez féministe et assez engagé parce que évidemment lorsqu'on commence à classer les gens par QI, etc., ça finit toujours par être bénéfique à quelqu'un, et souvent c'est les hommes blancs qui s'en sortent bien, qu'on se le dise. Et enfin, en première position, Instructions for Dancing de Nicolas Yoon, publié aux éditions Bayard. Un livre qui à mes yeux méritait vraiment sa première place dans ce top parce que ce livre regroupe énormément de merveilleuses choses. Déjà il est beau dans sa couverture. Il mérite surtout la première place parce que j'ai trouvé que c'était une histoire hyper touchante et importante aussi pour les ados, pour les jeunes adultes, pour les adultes aussi d'ailleurs. Beaucoup de thématiques qui sont importantes à tous les âges à mes yeux. Dans ce livre nous suivons l'histoire de Ivy qui ne croit absolument plus en l'amour depuis que son père a trompé sa mère. Sauf que suite à cela elle va hériter d'un mystérieux pouvoir. Lorsqu'elle voit un couple s'embrasser, elle va voir leur rencontre, donc c'est trop mignon, trop joli, et elle va voir leur rupture, ce qui est absolument terrifiant puisqu'elle va avoir l'impression que tous les couples sont voués finalement à se séparer. Ça ne va pas améliorer son envie de se mettre en couple, c'est moi qui vous le dis. Elle va alors encore une fois par un
mystérieux concours de circonstances, se rendre dans un studio de danse et rencontrer un garçon qui va très vite l'intriguer, la fasciner. Il est beau, il est mystérieux, bref, hyper cliché, hein, vous voyez le genre. Et ils vont devenir partenaires de danse de salon. Ivy, peu à peu, elle va se demander si l'amour ne vaut pas la peine d'être vécu suite à pas mal de rencontres, pas mal de discussions, que ce soit avec ses amis ou avec d'autres personnes. Et c'est vraiment un livre que j'ai trouvé hyper intéressant dans sa thématique de l'amour justement. En fait, il y a plein de sujets abordés. Déjà tout ce qui est familial, puisque Ivy elle est dans une situation complexe avec un père qui a trompé sa mère, donc elle lui en veut énormément, une mère qui se retrouve seule et c'est pas facile pour elle, une sœur qui ne sait pas toute cette histoire. Donc vous voyez vraiment déjà la situation familiale n'est pas évidente, et va s'ajouter à cela ce mystérieux pouvoir qui va un peu lui gâcher la vie finalement, puisque même avec ses amis elle va potentiellement pouvoir savoir quand est-ce qu'ils vont se faire larguer ou quitter la personne qui les aime. Et j'ai beaucoup aimé le fait que ce pouvoir il va amener aussi à pas mal de réflexions sur ça, sur l'amour, sur la vie, sur l'incertitude de la vie, sur le fait que on n'est jamais sûr de rien en fait, mais si on ne tente pas, et de toute façon il ne se passera rien. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai adoré dans cette histoire. Donc j'espère que vous le lirez, qu'il vous plaira autant qu'il m'a plu. Il est très bien écrit, Nicolas Yoon a une plume vraiment qui se lit toute seule. J'ai corné pas mal de pages dans celui-ci aussi parce qu'il y avait de très jolies citations. Donc j'espère que ce livre fera vibrer votre cœur comme il a fait vibrer le mien. Et c'est pas qu'une romance, c'est vraiment un livre hyper complet dans son ensemble, et c'est pour ça que je ne peux que vous le recommander. Je l'ai vraiment adoré et moi il m'a beaucoup parlé en tout cas. Ça y est, ma vidéo top de l'année 2022 touche à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà lu des livres parmi ces 10 pépites, et sinon lesquels prévoyez-vous de lire, parce que ça m'intéresse vraiment et j'espère vraiment que vous les lirez en 2023. C'est une obligation, je le répète. J'espère que j'ai été claire. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année, passez de très belles lectures d'ici la prochaine fois qu'on se voit, c'est-à-dire l'année prochaine. LOL. Bisous.